Ça c'est bon, ça c'est bon, ça Tiens, c'est... c'est une nouvelle veste? Hein? Ouais, t'as vu? Ouais, c'est une nouvelle. Je l'aime trop. Ah, elle est sympa. Bah ouais, et puis comme aujourd'hui on tourne le deuxième épisode de Versailles, je me suis dit, c'est l'occasion de la mettre. La NBA, Boston, Versailles... Bah, y a pas de rapport. Ouais, non, aucun. Comme on l'a vu dans le premier épisode, que je vous invite à aller voir si c'est pas encore fait, le lien est juste ici et dans la description, Versailles peut se targuer d'être l'un des piliers du patrimoine français, faisant office de symbole de l'ancien régime monarchique, mais également de la Révolution de 1789. Ainsi, au cours du premier épisode, que je vous invite vraiment à aller voir si c'est pas encore... Autant pour moi. On a pu découvrir un château de Versailles fortement empreint d'histoire, que ce soit au travers de son architecture, de ses galeries ou encore de ses salons, témoignant du quotidien particulier de ses occupants d'antan. Cependant, jusqu'à présent, on a laissé de côté un aspect assez important de ce site historique. En effet, qui dit château de Versailles dit... Château. Bah non du coup. Qui dit château de Versailles dit... sauf château. Les Japonais. Les jardins... Attends, quoi? Nous sommes au début des années 1660. Bah, pas du tout. Louis XIV, jeune roi âgé d'environ une vingtaine d'années, a fait part de ses ambitions de donner une seconde vie à l'ancien pavillon de chasse de son défunt père Louis XIII. Tandis que les travaux battent leur plein au niveau du château, le roi confie au jardinier André Le Nôtre une mission capitale. Imaginer, créer et aménager de magnifiques jardins qui viendront remplacer le décor champêtre originel composé de marécages, de bois et de prairies. Dès lors, c'est le début d'un travail titanesque pour Le Nôtre et ses confrères, qui ont sous leur commandement plusieurs milliers de travailleurs, œuvrant ardemment à l'agencement des terres, au creusement des bassins, à la création des sculptures, ou encore au transport des arbres, acheminés depuis toute la France. Après près de 40 ans, en 1700, le paysage rural est finalement métamorphosé en de splendides jardins à la française. Ainsi, bosquets envoûtants, parterres de pelouse en arabesque, statues de marbre et de bronze ou encore bassins munis de complexes jets d'eau impressionnent les visiteurs venus de toutes les cours européennes, éblouis par la symétrie et l'harmonie de ce cadre bucolique. Les jardins de Versailles sont d'ailleurs une telle réussite que de grandes festivités y sont occasionnellement organisées. C'est le cas pour la première fois avec les plaisirs de l'île enchantée qui se déroulent du 7 au 13 mai 1664. Organisés en l'honneur de la maîtresse du roi, ils mettent en scène défilés et courses équestres, ballets, musiciens cachés dans les bosquets, feux d'artifice, loteries et même la toute première représentation du Tartuffe de Molière. Évidemment, plus que de simples divertissements, ces réjouissances sont l'occasion pour le roi d'étaler sa richesse, comme en témoignent les coûts faramineux liés à leur organisation. À titre d'exemple, le grand divertissement royal, une autre grande fête versaillaise ayant eu lieu sur la seule journée du 18 juillet 1668, a nécessité des dépenses à hauteur de 117 000 livres. Ça fait une sacrée... Et je te jure que si tu refais cette blague, ça va mal se passer. Désolé. Ainsi, les jardins de Versailles sont pour Louis XIV un véritable moyen de démontrer son pouvoir et d'asseoir sa souveraineté, mettant l'art au service de la couronne en premier lieu par leur conception, mais également par leur protection, à la fois fastidieuse et onéreuse. En effet, en plus de leur entretien quotidien, pour rester propre, une grande partie des jardins doit être replantée tous les 100 ans. Aujourd'hui ouvert au grand public, il est possible pour tout un chacun de flâner librement au cœur des 830 hectares des jardins du château, afin de découvrir un patrimoine faisant la gloire de la ville depuis désormais plus de 3 siècles. 830 hectares, ça fait beaucoup. Comment on sait ce qu'il faut voir en priorité? Alors, je suis très content que tu poses cette question. Déjà, évidemment, tout dépend des goûts et des envies de chacun. Mais je vous ai quand même préparé une petite sélection des coins emblématiques des jardins de Versailles. Première étape, l'orangerie. Bâtie en 1663, elle sert d'abri pour stocker des arbres fruitiers pendant l'hiver. A l'époque, Louis XIV fait l'acquisition de très nombreux orangers en provenance notamment du Portugal, d'Espagne et d'Italie. Dès lors, il était bien vu auprès des courtisans d'offrir ses propres orangers au roi lors d'une visite au château. Par conséquent, très vite, l'orangerie de Versailles devient la plus grande collection d'orangers en Europe. Ça fait beaucoup de fois le mot oranger, dis donc. En effet. Aujourd'hui, cette collection s'est vue accueillir d'autres espèces, pour former un total d'1 millier d'arbres qui, à l'arrivée du printemps, sont sortis et plantés sur le parterre adjacent, permettant alors aux visiteurs d'observer orangers, citronniers, grenadiers, palmiers et lauriers roses, âgés pour certains de plus de 200 ans. En poursuivant notre vadrouille, on découvre progressivement d'autres éléments qui ont fait et font encore la renommée du jardin de Versailles. Les bosquets.
Au nombre de 15 sous Louis XIV et dédiés à la promenade et au divertissement, ils offraient autant de scènes et d'ambiances différentes, comme le montre, entre autres, le bosquet de l'Encelade et sa sculpture représentant la chute des Titans, le bosquet du Dauphin faisant écho aux saisons, ou bien celui de la salle de bal qui comptait auparavant un îlot central réservé à la danse. Cependant, leur entretien étant un réel problème, plusieurs d'entre eux ont été abandonnés puis détruits, et ce dès le XVIIIe siècle. Ce fut notamment le cas du célèbre labyrinthe, détruit en 1775 et remplacé par le moins impressionnant bosquet de la Reine 3 ans plus tard. Mais comment tu juges? Ah ouais, mais bon... C'est stylé un labyrinthe. J'avoue. Ah ouais. Aujourd'hui, grâce à de nombreux travaux de restauration, les jardins comptent 14 bosquets retraçant plusieurs siècles d'histoire, qui nous transportent, de par leur architecture et leur décoration, dans l'ambiance du domaine de Versailles tel qu'il était du temps des rois Bourbons. Toutefois, aussi importants les arbres fruitiers et les bosquets soient-ils, l'ornement phare des jardins à la française n'est nul autre que l'eau. L'eau? L'eau. 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 Et à Versailles... À Versailles, les choses n'ont pas été faites à moitié, puisqu'on retrouve dans les jardins plus de 50 fontaines, 620 jets d'eau et 35 km de canalisation. C'est pas mal. De plus, on peut ajouter à tout ça plus de 30 bassins ayant chacun leur propre signification et symbolique. On retrouve ainsi par exemple aux intersections des allées principales 4 bassins représentant les saisons. Le bassin de Flore illustrant le printemps, celui de Cérès pour l'été, Bacchus pour l'automne et le bassin de Saturne symbolisant l'hiver. Cependant, ceux-ci ne font pas partie des bassins les plus célèbres de Versailles, contrairement à celui de Neptune. Créé à la fin du XVIIe siècle, il montre Amphitrite et son époux Neptune, dieu de la mer et des océans, également appelé Poséidon par les Grecs, Océan, titan père des 3000 dieux fleuves et des 3000 océanides, ainsi que Protée, une autre divinité marine, dans ce qui forme une scène fantastique qui émerveille petits et grands. Cependant, malgré leur majestuosité, l'intégralité des bassins doit s'incliner face à une création tout à fait ingénieuse, le Grand Canal. Long de 1,5 km et large de 62 mètres, il a été creusé sous la houlette de André Le Nôtre entre 1677 et 1679 dans le but de récupérer l'eau des fontaines, mais également d'étendre l'horizon des jardins. De fait, jouant sur la perspective, le canal donne l'impression d'être beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. À l'époque monarchique, il servait de point de lancement de feux d'artifice pendant les fêtes royales, de décor de théâtre, mais également d'accueil pour une flotte assez conséquente. En effet, sous Louis XIV, on pouvait y observer un trois-mâts, une galère, des chaloupes, ou encore des gondoles directement importées de Venise. Bien, jusqu'ici nous avons pu explorer les jardins de Versailles à travers différents éléments de décoration que sont l'orangerie, les bosquets, les bassins et le grand canal. Pourtant, je fais tout bien et tout, mais quand... Qu'est-ce qui peut bien nous rester? Ah, j'en ai marre, j'arrive pas à bronzer. Marre? Bronzé? Marbre? Bronze? Les statues! Et oui, avec plus de 820 statues installées dans les jardins, Versailles est tout simplement le plus grand musée de sculpture en plein air au monde. Cocorico. Au premier coup d'œil, on remarque que la majeure partie de ces œuvres illustrent des personnages ou des épisodes de la mythologie gréco-romaine. Mais rapidement, on se rend compte que la divinité la plus représentée est de loin Apollon. Et ce n'est pas un hasard. Effectivement, Apollon est le dieu des arts et de la musique, le dieu civilisateur, mais également le dieu de la lumière, guidant le char solaire de part en part du monde afin d'éclairer l'univers tout entier. Il est ainsi l'image que Louis XIV a de lui-même, l'astre solaire, le roi, autour duquel gravitent les autres planètes, ses sujets et les autres souverains, à qui il confère chaleur et lumière. Et c'est donc de là que Louis XIV tient son surnom de roi soleil. Ah, ça va les go, tranquille. Ah, c'est sûr que niveau melon, on était sur du haut niveau. Dès lors, en prenant un peu de recul, on réalise que la figure du dieu soleil est omniprésente au sein des jardins, à commencer par la façon dont ceux-ci sont structurés. En effet, le parc suit un axe s'apparentant plus ou moins à la course du soleil dans le ciel. Partant à l'est de la chambre du roi, il passe ensuite par le bassin de Latone, également appelé Leto, la mère d'Apollon et de sa jumelle Diane. À cet endroit est retranscrit le mythe de la naissance d'Apollon. Selon la légende, Latone, attendant des jumeaux de Jupiter, dut fuir la colère de Junon, sœur et épouse du roi des dieux. Se reposant sur les rives d'un étang, elle se fit chasser par les paysans riverains. Implorant à Lord Zeus, ce dernier transforma instantanément les malotrus en grenouilles pour la venger. Dès lors, les sculptures du bassin de Latone sont pour Louis XIV un parallèle avec les difficultés qu'a dû affronter sa mère Anne d'Autriche lors de la Fronde, période de troubles politiques de 1648 à 1653,
durant laquelle les parlementaires protestent contre de nouveaux impôts et les nobles jugent leur aide précieuse trop peu récompensée par le pouvoir royal. Bah non, mais ça c'est mon micro, on peut pas tout tomber. Ensuite, poursuivant son trajet, le soleil traverse le bassin d'Apollon. Comme son nom l'indique, on y retrouve un ensemble de sculptures représentant le dieu solaire fièrement perché sur son char, émergeant de l'eau afin de débuter sa course céleste quotidienne. Enfin, l'axe du parc se termine à l'ouest, à l'emplacement de l'ancienne grotte de Thétis, aujourd'hui disparue, qui abritait autrefois des statues personnifiant Apollon et les chevaux tirant son divin char solaire. Ah mais il est partout en fait. Ouais, et c'est pas fini. Il nous reste encore à découvrir un dernier endroit iconique représentant le roi soleil, le bassin du dragon. Ce décor met en scène l'un des épisodes les plus célèbres des mythes apolliniens, le combat d'Apollon contre le terrible Python. Python, un serpent titanesque et effrayant doté du don de prophétie, avait été chargé par Junon de pourchasser Latone pour l'empêcher de mettre au monde ses jumeaux bâtards. La vagabonde ayant réussi à échapper à la bête hideuse et à accoucher de sa progéniture, Apollon se mit plus tard en quête du monstre, bien décidé à venger sa mère. Après quelque temps, il finit par le retrouver à Delphes, où Python rendait ses oracles. Se jetant vivement à ses trousses, le dieu soleil décocha sans scrupule ses flèches d'or, tua la créature et s'appropria l'oracle de Delphes, qui devint un sanctuaire en son honneur. Pour le souverain français, cette légende est la parfaite analogie avec sa propre histoire. Tel Apollon terrassant l'affreux Python, Louis XIV s'est débarrassé de l'obscur épisode de la Fronde afin d'imposer l'ordre et l'harmonie, résultant en une victoire de la lumière sur les ténèbres. Encore une fois, le melon, hein. Quoi qu'il en soit, avec ses jardins, comme le dieu solaire qui domine les humains, Louis XIV affiche sa suprématie, régnant solidement sur le peuple tout en domptant et maîtrisant la nature, étant parvenu à transformer un décor parfaitement ordinaire en un splendide écrin de verdure, de vie et de mythologie. C'est sur ces belles paroles que va s'achever cette deuxième vidéo de notre découverte de Versailles. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller voir le premier épisode si vous ne l'avez pas vu, à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actu. En attendant, nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator. À plus tard.